Bonjour à tous, merci pour votre présence et bienvenue à ce webinaire Moins de gaz à effet de serre au menu, dédié aux industries agroalimentaires et co-organisé par Urbanomy et au climat, deux filiales du groupe EDF. Donc je suis en compagnie de Nathalie qui va pouvoir se présenter également et nous serons vos animatrices pour vous guider lors de cet événement. Donc, nous commencerons par une brève introduction pour que vous compreniez aujourd'hui comment interviennent respectivement Urbanomy et Oclima vis-à-vis des entreprises de l'industrie agroalimentaire. Et nous aurons ensuite la chance de pouvoir entendre deux précieux témoignages. Le premier de la laiterie de Montaigu, où interviendront Patricia Vergniaud et Aurélien Maté, respectivement responsables du laboratoire, chef du projet bilan carbone et le directeur industriel, suivi du témoignage de Scara, la coopérative agricole, pour laquelle interviendront Adèle Laoussadi, chargé de projet environnement, et également Philippe Michonneau, le responsable du pôle agronomie, innovation et services. Nous conclurons le webinaire par une présentation des leviers de décarbonation que nous avons l'habitude de déployer au sein des industries agroalimentaires et nous serons attentifs à laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. Donc, en présentation, qui sommes-nous? Alors, je vais commencer par Urbanomy, puis je laisserai la main à Nathalie. Donc, Urbanomy, nous sommes une filiale à 100% du groupe EDF et nous sommes un cabinet de conseil en stratégie carbone, climat et énergie. Notre activité repose sur trois piliers. La réduction des impacts environnementaux. Donc, nous réalisons pour ce faire des mesures de gaz à effet de serre et des bilans de biodiversité que nous déclinons par la suite en stratégie environnementale co-construite avec nos clients. Nous sommes habilités pour pouvoir aider les clients à financer et trouver des financements pertinents pour leurs actions et nous travaillons principalement, nous pouvons travailler principalement sur le scope 3 avec des émissions qui sont très prégnantes. Et nous sommes habilités, donc nous pouvons vous accompagner sur des certifications SBTI et sur la méthodologie FLAG. Notre deuxième pilier, donc l'adaptation des modèles d'affaires. Nous accompagnons les entreprises dans l'évaluation des risques climatiques et les stratégies d'adaptation et de résilience vis-à-vis de ces risques, qui peuvent aller jusqu'à des transformations de leur modèle d'affaires. Et notre troisième pilier, notre action, elle se porte sur l'ancrage local des solutions qui sont trouvées. Nous sommes habilités pour réaliser des schémas directeurs des énergies, étudier le potentiel énergie renouvelable sur des sites et également déployer des stratégies de mobilité décarbonée. Notre moto chez Urbanomy, donc nous accompagnons nos clients pour co-créer des futurs positifs. Donc nous travaillons avec un très grand nombre de filières industrielles et donc particulièrement dans l'agroalimentaire. Nous avons pu accompagner un grand nombre de clients, vous voyez affiché sur mon écran, et nous aurons bien sûr la chance d'avoir le précieux témoignage de la laiterie de Montaigu. Et donc finalement, en conclusion de cette slide, nous sommes référencés par de nombreux organismes, à la fois sur des méthodologies et également sur des obtentions de financement via Pacte Industrie et le DIAC Décarbonation, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus précisément. Je laisse la main à Nathalie pour vous parler d'Oclima. Oclima est également une filiale 100% EDF qui accompagne des projets agricoles et forestiers bas carbone. C'est une entreprise qui a vu le jour en 2021 pour aider des projets bénéfiques pour le climat et la biodiversité à voir le jour. Nous sommes une trentaine de personnes pour développer des projets forestiers et agricoles à travers notamment la labellisation bas carbone. Nous avons de nombreux projets en France et également des projets à l'international. Et nous accompagnons les acteurs des filières agricoles dans la décarbonation de leur activité. Et on travaille notamment avec la SCARA qui va témoigner sur sa trajectoire de décarbonation. Donc, pour conclure sur cette introduction, donc Urbanomy et Oclima en tant que filiale du groupe EDF, nous avons une action qui est parfaitement complémentaire pour l'accompagnement des industries agroalimentaires. Donc, s'il fallait résumer en une slide, ce serait celle-ci. Urbanomy vous accompagne sur la réalisation de la partie stratégie carbone, climat, énergie à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, par la réalisation du bilan carbone 3 scopes, potentiellement sur la mise en place d'une stratégie de décarbonation sur vos 3 scopes,
avec des plans d'action détaillés et également un accompagnement sur le financement des actions. Et au climat va avoir une contribution très forte sur les labellisations de projets, enfin la labellisation bas carbone, le développement de projets agricoles spécifiques pour décarboner l'amont agricole avec la mise en place de pratiques vertueuses, l'évaluation des émissions en agriculture sur votre amont agricole et l'accompagnement sur la décarbonation de ce scope 3 agricole. Donc nous sommes à nouveau parfaitement complémentaires. Donc, après cette rapide introduction, je vous propose de passer tout de suite au témoignage de la laiterie de Montaigu. Bonjour Patricia, bonjour Aurélien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire pour nous faire votre retour d'expérience. Donc, je vais vous laisser la main pour vous présenter et puis nous donner un aperçu de votre entreprise, donc la laiterie de Montaigu. Ah, micro. Alors, on devrait vous entendre normalement. Le micro est coupé. Est-ce que c'est tout bon? Vous nous entendez bien? Oui. Alors, je me présente en premier. Donc, moi, Patricia Vergniaud, je suis actuellement responsable du laboratoire de la laiterie de Montaigu depuis maintenant 17 ans. Et je suis dans une nouvelle démarche, justement, plus en lien avec le bilan carbone qui va être l'objet de notre échange. Et puis, différentes démarches en lien avec la RSE. Donc, des missions qui évoluent avec l'entreprise. Et je suis accompagnée d'Aurélien. Donc, Aurélien Maté, directeur industriel. Je travaille pour la laiterie de Montaigu depuis 2008. Donc, on va faire la présentation de l'entreprise. Ok. Présentation rapide de l'entreprise. Donc, l'entreprise de la laiterie de Montaigu est une entreprise familiale fondée en 1932. Il y a un site unique basé sur la commune de Montaigu-Vendée, regroupant les unités de production, les services support et la partie administrative, ce qui favorise effectivement la transmission de l'information et certainement une adhésion au projet qui est simplifiée puisqu'on est tous sur le même site et on se voit au quotidien. 230 salariés constituent l'entreprise. Un point important dans le cadre du bilan carbone, c'est que nous achetons 200 millions de litres de lait. Nous ne gérons pas en direct les exploitants agricoles, ni la flotte de camions de collecte. Nous achetons bien un volume de lait, même si nous gardons évidemment des échanges fournis avec le milieu agricole. Nous avons des savoir-faire spécifiques. Nous sommes dans un univers concurrentiel avec des acteurs forts et le choix de la laiterie de Montaigu pour se démarquer a été à la fois de défendre des produits avec des propriétés fonctionnelles spécifiques, comme le beurre de tourage, la nutrition infantile, et aussi de défendre des filières, le beurre AOP Charentes-Poitou et la filière bio. Nous sommes très peu présents en grande et moyenne surface. Nous avons surtout une distribution sur les réseaux de professionnels, grossistes, industriels, artisans, négociants. Et pour l'infantile, les produits sont à la marque de nos clients. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, pour arriver sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir engager la transition environnementale et la décarbonation, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qui a motivé le passage à l'action, les éléments déclencheurs dans ce passage à l'action chez la laiterie de Montaigu? Oui, tout à fait. La laiterie de Montaigu est soucieuse de son impact économique, social et environnemental sur son territoire. On est basé sur la commune de Montaigu-Vendée depuis plus de 90 ans. On a un rôle social qui est fort. Malgré un approvisionnement local, d'un point de vue lait, ingrédients, emballage, nous sommes conscients que la filière laitière est génératrice de gaz à effet de serre. De plus, nos activités industrielles qui permettent de traiter 200 millions de litres de lait par an sont énergivores. On consomme 70 gigawattheures de gaz, et notamment pour la production de vapeur, et 22 gigawatts d'électricité. On a déjà engagé des démarches structurantes et concrètes, notamment avec les travaux qui sont effectués dans le cadre de la certification ISO 50001. Nous avons créé une équipe énergie il y a maintenant 7 ans et on est déjà dans le deuxième cycle de certification d'ISO 50001.
Et puis, il y a beaucoup de communication sur le bilan carbone. Et à travers une démarche volontaire et non contrainte par la réglementation, notre souhait était d'appréhender au mieux la méthodologie d'un bilan carbone, le comprendre, faire à un instant T un état des lieux de la société et d'en sortir des actions de décarbonation. C'est clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, concrètement, alors peut-être que tout notre auditoire n'est pas extrêmement familier. Je pense que ce serait intéressant de revenir sur cet exercice du bilan carbone que vous avez réalisé donc, dans le cadre du programme Diag Décarbonation de la BPI avec Urbanomy, peut-être pour nous expliquer un peu mieux le déroulé et comment ça s'est passé concrètement au sein de votre entreprise. Donc, ça a commencé par une première réunion préparatoire, un premier échange avec moi, Aurélien. On avait aussi le responsable environnement et le responsable du service achat, qui étaient vraiment les premiers interlocuteurs concernés. Donc, cette première réunion a eu lieu en septembre 2024. Donc là, ça a été bien cadré le projet, les objectifs qu'on souhaitait donner à ce bilan carbone. Et très rapidement, derrière, on a enclenché la réunion de lancement, donc vraiment une sensibilisation qui était déjà bien ancrée sur notre site. Mais en tout cas, c'était d'intégrer l'ensemble des interlocuteurs et tous ceux qui allaient participer à ce bilan carbone. Donc, ça englobe un certain nombre de services, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est le pôle méthode, la supply chain, de la recherche et développement, achat, travaux neufs, maintenance, service qualité et les gens aussi de production. Donc, on avait un représentant de tous ces pôles présents lors de cette réunion de sensibilisation qui a lieu le 15 octobre. Et de là, très rapidement, on a enclenché la collecte de données. On a eu beaucoup de chance que cette collecte chez nous a été extrêmement rapide puisque en décembre, on avait 90% de cette collecte qui était effective. On a perdu un petit peu de temps et ça a couru jusqu'en février à peu près 2025 du fait de la partie transport, le fret, où on a été un petit peu surpris de ne pas pouvoir avoir toutes ces données. Mais globalement, notre bilan était rapide puisque on avait déjà beaucoup d'indicateurs en place dans l'entreprise, hein, même si ce bilan n'était pas prévu plusieurs années à l'avance. Finalement, on était déjà dans une démarche de suivre un certain nombre d'éléments. Donc, ça a permis d'avancer. Et puis, on a des équipes qui étaient vraiment engagées dans ce bilan. Il y avait une vraie volonté de faire avancer ce bilan et vraiment avec une forte sensibilité environnementale, ce qui a été vraiment un point fort chez nous, en tout cas, pour avancer. Et en avril-mai, hein, on a commencé à co-construire le plan d'action avec ces mêmes interlocuteurs. On a vraiment eu cet échange collectif de se dire, bon, on a l'état des lieux, maintenant vers quoi on va et quelles actions on retient. Et ça a été très bénéfique également et ça a permis d'avancer plutôt vite. Merci beaucoup. Et donc, vous l'avez évoqué, l'exercice d'un bilan carbone, ça permet de mettre beaucoup de personnes autour de la table et on peut, même si on a une idée du résultat ou peut-être des idées de ce qui va se passer, il y a toujours des événements ou des imprévus. Est-ce que vous pourriez nous donner votre retour sur certains faits marquants, des étonnements que vous avez eus dans le cadre du déroulé de cet exercice? Alors, sur la partie collecte, moi, vraiment, le point qui m'a marqué, qui m'a surprise et qui nous a fait perdre un petit peu de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie fret. Je m'attendais vraiment à ce que les transporteurs aujourd'hui soient un peu plus au fait du bilan carbone. La plupart sont dans cette obligation. Et finalement, les données, on n'a pas pu les avoir facilement. Il a fallu que nous, dans l'entreprise, on fasse vraiment l'état des lieux de toutes nos expéditions en termes de kilométrage, de volume. Et c'est là où on a passé beaucoup de temps. Je m'attendais vraiment à ce que ces données, on les récupère directement des transporteurs et ça n'avait pas été le cas pour la majorité. Donc voilà, petit bémol sur cette partie-là que je n'avais pas anticipé en tout cas. Le deuxième point, effectivement, c'est aussi la forte incertitude qu'on a lors d'un bilan carbone, puisque le résultat est donné avec une précision de plus ou moins 23%, ce qui est quand même assez conséquent, et ce qui amène aussi une difficulté lors de la définition du plan d'action pour définir en fait les actions avec les gains potentiels. Et quand vous avez des actions où le gain potentiel est estimé à 2-3%, vous êtes déjà dans une configuration où quand vous allez refaire un bilan carbone, vous n'êtes pas certain de pouvoir mesurer le bénéfice de ces actions le gain est en dessous de la précision de calcul.
L'autre point, alors c'était pas une surprise, hein, mais on savait pertinemment qu'il y avait un impact fort du scope 3, donc la filière amont, et donc notamment les exploitations agricoles. Et pour nous, c'est un point de vigilance puisqu'on ne veut pas quand même pointer du doigt la filière, mais vraiment l'accompagner pour trouver des solutions qui permettraient de décarboner cette activité-là. Et donc, nous, comme on ne les a pas en direct, ça veut dire qu'il faudra challenger et accompagner nos fournisseurs de lait. Et puis, un dernier point qui est une vision comptable, en fait, des émissions, euh, qui peut amener, notamment sur la filière lait, à favoriser des modèles tournés vers la production, vers le productivisme, et pas forcément sur des modèles tournés vers des pratiques biologiques du modèle d'exploitation, puisqu'on est vraiment sur une vision comptable, et c'est un peu le schéma que vous pouvez voir à droite de la slide, avec le périmètre du bilan carbone, et effectivement, à un moment, il faudra aller aussi plus loin et avoir aussi les modèles qui permettent aussi de capter le CO2 et les mettre en avant. Exactement, vous avez tout à fait raison. L'exercice du bilan carbone reste un bon outil pour donner une vision comptable, mais l'ensemble des émissions est à appréhender dans sa globalité. Et donc, c'est effectivement ce qu'on peut constater comme limite sur cet exercice. Mais c'est un exercice qui vous a quand même, voilà, je pense, beaucoup appris. Qu'est-ce que vous nous donneriez peut-être comme Rex? Et puis voilà, quelles sont les suites que vous allez donner à ce bilan carbone? Mais déjà, le fait de travailler en groupe, hein, et vous avez vu tout à l'heure quand Patricia a présenté le nombre d'acteurs présents pour le bilan carbone, ça génère à travers ces actions un sentiment de cohésion. Ça permet aussi une implication forte des équipes sur des sujets pour lesquels nous avons des collaborateurs qui sont extrêmement sensibles. Donc ça, c'est quand même un point fort. Le deuxième point, c'est effectivement, ça permet une remise à niveau des connaissances des équipes et une harmonisation des connaissances. Donc voilà, pouvoir partager sur ces thématiques-là, ça permet aussi, par exemple, au service R&D de se rendre compte de tout ce qui est fait au sein du service achat ou du service supply chain, de tout ce qui est fait au niveau du service méthode sur cette thématique décarbonation ou réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un point fort. Ça permet aussi d'avoir une vision exhaustive sur ces thématiques-là, puisque vous avez autour de la table des expériences, des profils qui sont variés et donc permettent effectivement d'avoir une vision très exhaustive sur le sujet. La mise en valeur et partage d'actions déjà engagées, je l'ai déjà évoqué, effectivement, ça c'était un point fort de l'exercice. Et puis en troisième point, on a mis des actions possibles de l'entreprise uniquement sur les scopes 1 et 2. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, c'est un point de vigilance que quand vous faites un bilan carbone, notamment pour une entreprise comme la nôtre, il y a un impact très fort du scope 3. C'est pas pour cela qu'il faut ne rien faire sous le scope 1 et 2. Et donc, on a eu une adhésion assez quand même claire sur le fait qu'il fallait quand même s'engager sur nos actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et 2, ça c'est très clair. Par contre, il y a quand même aussi cette volonté de challenger et d'accompagner nos fournisseurs de lait pour réduire l'impact du scope 3. Pour la suite. Donc pour la suite, ce qu'il en ressort de ce bilan, c'est 12 actions aujourd'hui qui ont été retenues de façon collaborative avec différents acteurs. Bien évidemment, il y a un responsable par action. L'idée, c'est que dans les mois qui viennent, on y va tout de suite, même sur ces actions et ne pas s'arrêter en bon chemin. Et vraiment, comme tu l'as dit, Aurélien, ça a vraiment été une sensibilisation à l'échelle de toute l'entreprise. Et maintenant, les actions vont toucher tous les services et il faut qu'on continue dans cette démarche active.
Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage voilà, qui vous fait valoir la force du collectif que vous avez pu déployer au sein de la laiterie de Montaigu. Je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait, à tous les participants, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on gardera un petit peu de temps à la fin. Donc n'hésitez pas à adresser vos questions. Merci beaucoup à vous deux en tout cas pour ce témoignage. Et donc on va passer la main à notre deuxième témoignage de la journée avec Nathalie et au climat. Donc, je passe la main. Oui, on a le plaisir de travailler avec Adèle Laoussali et Philippe Michonneau de l'ASCARA. Donc, je vous laisse vous présenter la coopérative ASCARA et pourquoi vous avez décidé de vous engager dans une démarche de décarbonation. Eh bien, bonjour à tous et puis merci de l'invitation et de nous permettre de partager notre travail. Donc, moi, je m'appelle Philippe Michonneau, je suis responsable du pôle agronomie, innovation, service de la coopérative agricole SCARA, donc à Arcis-sur-Aube. Pour localiser un petit peu, on est dans le nord du département de l'Aube, sur la commune d'Arcis, et on exploite des terres sur à peu près 60 000 hectares. Ça représente un rayon de 30 km, donc à mi-chemin entre Troyes et Châlons en Champagne. Et puis je vais laisser Adèle se présenter. Merci Philippe. Enfin, moi, je suis chargé de dossier environnement à la coopérative SCARA dans le service de Philippe Michonneau. Et je m'occupe des dossiers de label bas carbone, les primes filières bas carbone et des dossiers HVE. Voilà, donc pour présenter un petit peu la SCARA, petite coopérative céréalière, hein, donc on collecte céréales oléoprotéagineux sur 13 silos, 618 adhérents, agriculteurs, donc grande culture. Avec des cultures assez diversifiées. On a aussi une grosse production de betteraves sucrières valorisées par Cristal Union et Tereos autour de nous, du chanvre, des productions d'œillettes et des productions de légumes aussi, hein, pommes de terre, carottes, céleri, betteraves rouges, etc. La coopérative emploie le groupe 76 salariés. On parle de groupe puisqu'on a un méthaniseur qui appartient à la SCARA et qui emploie 5 salariés. Et la coopérative est en capacité de stocker 300 000 tonnes de céréales pour une collecte qui se monte autour des 230 000 à 240 000 tonnes. Donc, c'est une volonté de la coopérative d'avoir une surcapacité de stockage pour faire des allotements précis, notamment des variétés pures, sachant que la SCARA valorise pratiquement 90% de sa collecte en filière pour des industries agroalimentaires bien spécifiques avec des cahiers des charges. Donc on est sur des critères qualité assez importants. Donc on peut passer à la diapositive suivante qui nous permet de rentrer directement dans le cœur du sujet avec le contexte agricole que l'on connaît aujourd'hui. D'une part, la réduction des émissions en lien avec la COP 21 donc de Paris en 2015, hein, qui avait déjà fixé des objectifs ambitieux pour assurer la limitation du réchauffement climatique. À ça s'associe le pacte vert européen et notamment la réduction des émissions donc, pour 2030 de 55% en prenant l'année de référence 90. Ça s'accompagne aussi d'une réduction de 20% d'utilisation des fertilisants et d'une réduction des pertes dans l'environnement de 50% de l'ensemble des intrants qui sont utilisés sur les productions de grandes cultures. Et enfin, le troisième axe sur lequel on est censé répondre, c'est les objectifs SBTI de nos clients, que ce soit première transformation, donc les moulins, les brasseurs, mais aussi de la deuxième transformation. Et donc, on est finalement dans la trajectoire
de réduction au niveau des céréales de 36% des émissions entre 2020 et 2030. Cette trajectoire a été validée notamment avec les experts du GIEC pour, d'ici 2100, maintenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Bon, on sait très bien que la partie ouest Europe se réchauffe beaucoup plus vite que ça, et donc il y aura sans doute des objectifs qui seront revus à la hausse dans les prochaines années. Sur la diapositive suivante, un exemple de comment ça se traduit. Donc, j'ai pris l'exemple des productions de blé avec un petit diagramme qui présente un petit peu l'ensemble des émissions sur une parcelle de blé. Et donc, on voit que sur un hectare de blé, eh bien, la partie fertilisation, notamment la fertilisation azotée, génère plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Ça se traduit par des dégagements notamment de protoxyde d'azote, donc qui est l'un des gaz à effet de serre les plus puissants en termes de pouvoir de réchauffement global. Et c'est ce qui nous motive. Et donc l'ensemble des leviers qu'on vous présentera après ont pour vocation à limiter cette perte liée à la fertilisation. On voit que les autres postes, le carburant, les semences, etc., représente une émission marginale, et on a à peu près 10% liés à la décomposition des résidus de culture, mais ce n'est qu'une émission un petit peu temporaire, puisque ces résidus de culture vont aussi permettre de stocker du carbone dans les sols. Donc, on est sur un peu plus de 3 tonnes d'émissions sur un hectare de blé, liées essentiellement à la fertilisation azotée. Dans nos stratégies, c'est le petit diagramme de droite, eh bien, on suit finalement les objectifs de nos clients et avec une réduction entre 2020 et 2030 finalement de 36%, ce qui nous amène à réduire d'une tonne nos émissions par hectare. Si on ramène ça en dynamique, il faut qu'on réduise à peu près de 14 kilos équivalent CO2 par tonne de blé chaque année nos émissions. Et donc sur la diapositive suivante, eh bien, on vous décrit un petit peu la stratégie qu'on met en place pour arriver à réduire significativement ces émissions. Le premier levier, c'est de travailler sur le dossier émissions et de répondre à peu près à 80% des objectifs SBTi de nos clients, avec d'une part une réduction de la dose d'azote appliquée sur les cultures en se calant sur le Green Deal, donc en réduisant les épandages d'azote de 20%. Ensuite, tout l'azote utilisé eh bien, est adjuvanté avec des inhibiteurs d'uréase et des inhibiteurs de nitrification qui permettent de réduire significativement la production de protoxyde d'azote, donc le gaz à effet de serre que l'on veut éviter. Et enfin, comme on réduit la dose d'azote, eh bien, on souhaite que les plantes, dès lors qu'elles absorbent des nitrates, les utilisent. Et donc, on a toute une stratégie d'optimisation du métabolisme de nos cultures en analysant la sève des plantes et en apportant en foliaire les quantités de phosphore, fer, manganèse nécessaires à l'activation des enzymes et à leur énergie pour utiliser l'ensemble de l'azote absorbé, soit pour faire du rendement, de la biomasse et du rendement, soit pour faire de la protéine, le critère protéine étant un critère qualité, notamment en panification, mais aussi pour les orges brassicoles, vu qu'une orge brassicole doit avoir un taux de protéines compris entre 9,5% et 11,5%. Donc là-dessus, on utilise eh bien, ces inhibiteurs pour avoir une minéralisation de nos engrais qui soit limitée, qui soit durable dans le temps, qui permette d'apporter à la plante une quantité de nitrate pas trop importante, que ces nitrates soient absorbés en continu par la plante et ne soient pas perdus par lixivation dans les eaux ou bien par destruction sous forme de protoxyde d'azote.
Et le deuxième point, pour obtenir nos 100% de l'objectif, eh bien, c'est le stockage du carbone dans les sols, avec à peu près 20% de l'objectif. Donc là, on a un petit diagramme qui présente 33 exploitations. Ça représente un peu plus de 1000 parcelles qui ont été étudiées dans le cadre d'une thèse avec l'INRA et le laboratoire agro-environnemental de Colmar. Donc une thèse que l'on a co-encadrée et financée en contrat-CIFRE et où on a en particulier regardé tout le potentiel de stockage de ces 1000 parcelles. La barre jaune traduit par exploitation la situation initiale et la barre verte traduit la capacité de stockage ou déstockage de l'exploitation au bout de 30 ans en dupliquant la rotation de l'exploitation. Donc, on a un certain nombre d'exploitations qui déstockent, mais on en a pas mal qui sont en capacité de stockage. En moyenne, on est en capacité de stocker autour de 400 kg équivalent CO2 par hectare et par an. Notre teneur en carbone organique est en moyenne de 50 tonnes. On sait qu'on peut passer autour de 70-75 tonnes de carbone organique par hectare. Donc on a quelques possibilités, notamment en travaillant les couverts et leur richesse en termes d'espèces, et en intégrant des légumineuses notamment, et aussi en gérant les bilans humiques et en apportant régulièrement de la matière organique dans les sols. Voilà, donc sur la diapositive suivante, Adèle va vous expliquer comment on mobilise les agriculteurs pour rentrer dans ces stratégies. Voilà, merci Philippe. En fait, nous, à l'ASCARA, en fait, on a deux démarches qui sont en parallèle. On a la démarche du label bas carbone, là, à l'échelle de la ferme. Et en parallèle, en fait, on a la démarche des primes filières, là où on focalise sur une culture, par exemple l'orge ou le blé. Tout commence en fait avec la traçabilité. Là, en fait, nous, on donne beaucoup d'importance à la traça et on a l'outil de traçabilité Smart Farmer qui est interopérable avec plusieurs d'autres outils. Et sur la base d'une analyse de sol, en fait, on fait ce qu'on appelle un diagnostic, un test carbone. Ça veut dire quoi un test carbone? En fait, c'est un diagnostic simplifié qui se fait en fait en présentiel de l'adhérent. Et là, en fait, on teste des leviers et on fait des simulations pour savoir est-ce que cette ferme, en fait, a du potentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou non. Si oui, en fait, il y a du potentiel, on l'oriente vers le label bas carbone et là, on réalise un diagnostic détaillé avec un diagnostic initial sur 3 ans et un projet sur 5 ans. Et là, après, il y aura toute la suite avec les démarches administratives de notification, labellisation. Et là, on travaille avec notre partenaire au climat pour la vente des crédits carbone. Pour la deuxième démarche, en fait, les primes filières, là, c'est les fermes qui n'ont pas du potentiel. Du coup, là, on applique les leviers à l'échelle de l'orge, par exemple. Et là, on mobilise d'autres types d'outils. Par exemple, le barème du climat de Grand Est, là, pour estimer la consommation de carburant à l'échelle de la culture. Et Géoportail. Pourquoi Géoportail? En fait, là, on essaye de vérifier qu'il n'y avait pas, sur les 20 dernières années, sur la parcelle, il n'y avait pas un retournement des prairies ou il n'y avait pas de déforestation. C'est une des conditions de GHG Protocol. Et après, on sollicite l'organisme auditeur là pour avoir la certification ISO 14067. L'objectif, l'objectif, c'est de vérifier notre méthodologie et garantir le calcul en fait à nos clients. Sur la diapo suivante, en fait, on a mis un petit exemple. Diapo suivante, voilà. En fait, là, c'est un exemple d'un diagnostic qui est réalisé à l'échelle de la ferme. C'est une ferme qui est engagée label bas carbone et en même temps, en fait, c'est une ferme qui passe de la production conventionnelle vers la production bio. Alors, qu'est-ce qu'on a activé comme levier? En fait, on a changé totalement la forme des engrais en passant des engrais chimiques vers des apports organiques.
Après, on a introduit en fait des cultures qui sont soit non fertilisées, c'est par exemple les légumineuses, ou c'est des cultures qui sont moins fertilisées, comme l'avoine et le tournesol. Et après, pour, euh, pour augmenter un petit peu la biomasse produite par les intercultures, en fait, on a passé d'un couvert simple, par exemple, composé d'une seule espèce qui est la moutarde, à un couvert un petit peu complexe, avec deux ou trois espèces. En fait, l'idée, c'est de produire plus de biomasse et séquestrer plus de carbone. Et après, on a augmenté la restitution des résidus culture. Et voilà. Du coup, on a les résultats dans ce schéma-là. En fait, comme vous voyez, en fait, on a des histogrammes en bleu, en vert et en jaune. Les histogrammes en bleu, en fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre. En jaune, en vert, c'est le stockage de carbone. Et en jaune, c'est la différence entre les deux. C'est comme un bilan comptable, en fait, les sorties et les entrées. Le premier histogramme, c'est l'état initial et le deuxième, c'est la simulation. Là, comme vous voyez, en fait, on a pu réduire les émissions de gaz à effet de serre de presque 60%, mais en parallèle, en fait, on a impacté un petit peu le stockage. Du coup, là, on passe d'une exploitation stockante un petit peu de carbone à une exploitation déstockante. Pourquoi? En fait, parce que il y a deux conditions. On a réduit un petit peu les rendements parce que c'est une ferme bio, du coup, on ne va pas produire comme une ferme en conventionnelle. Du coup, moins de rendement, ça veut dire moins de restitution de résidus et moins de stockage de carbone. Et en plus de ça, en fait, on va ajouter un petit peu le contexte du sol. Il est noté qu'un sol, il ne peut pas stocker tout le temps, en fait. Et, il arrive à un moment et à les limites de stockage de carbone, et là, on commence à une phase de déstockage. Du coup, pour le bilan net, en fait, on a pu réduire le bilan net presque de la moitié. Du coup, on a 258 temps équivalent CO2 par an de réduction d'émissions. Et chaque temps équivalent CO2 de carbone, ça égale un crédit carbone. Et là, en fait, c'est une ferme qui a généré en total sur 5 ans, plus de 1000 crédits carbone et qui ont été vendus à Air France avec notre partenaire au climat. Sur la diapo suivante, on a... Attends, on passe. Elle va arriver. Voilà. Sur la diapo suivante, en fait, là, on a un exemple d'un diagnostic réalisé à l'échelle de la parcelle. Et ça, c'est pour les primes filières. Du coup, on a activé du levier lié à la fertilisation. Là, on a mis des inhibiteurs de nitrification et on a focalisé beaucoup plus sur les émissions de gaz à effet de serre et pas sur le stockage. Il est à noter que dans le GAG protocole, en fait, les deux postes qui sont obligatoires, c'est le changement d'affectation des parcelles. Là, il faut le vérifier. Là, comme on avait dit, en fait, avec Géoportail, on vérifie l'historique sur les 20 dernières années. Et après, il y a les estimations des gaz à effet de serre liées à la fertilisation, mécanisation et tout. Après le stockage, en fait, c'est optionnel. Mais nous, à l'Ascara, dans notre démarche, on va activer ce levier dans les futures années pour atteindre l'objectif de moins 36% des émissions qui est l'objectif SBTI de nos clients. Voilà. Et ça, c'est le détail un petit peu économique de nos primes filières. Donc là, c'est des primes qui sont payées par nos clients meuniers ou malteurs. Donc la réduction de la dose d'azote, évidemment, engendre une économie de l'ordre d'une quarantaine d'euros. L'adjuvantation de la solution azotèque, qui est la forme d'azote la plus utilisée sur notre secteur, engendre un surcoût de 82 euros. On a une analyse de sève et on a une optimisation du métabolisme qui génère des coûts de 10 euros pour l'analyse et 73 euros pour l'apport des oligoéléments et du phosphore. Donc on a un surcoût global sur une parcelle de blé qui va être de l'ordre de 125-130 euros, avec un rendement moyen de 8 tonnes 5 sur notre secteur, c'est la moyenne quinquennale, avec une prime de 20 euros
de tonnes reversées à l'agriculteur, eh bien, l'agriculteur va toucher autour de 170 € de l'hectare pour avoir mis en place ce programme. Donc, il a une petite marge de 45 €. Et à cette prime de 20 € s'additionne une prime de 8 € qui est restituée, qui reste à la coopérative pour l'accompagnement des adhérents, pour la gestion des contrats, les audits internes et les audits externes par contrôle union pour avoir la certification ISO 14067. L'objectif de cette certification qui valide par produit la réduction des émissions permet aussi de sécuriser notre client quant à l'efficacité de notre stratégie et à la véracité des économies d'émissions que l'on annonce. Donc voilà un petit peu les différents leviers et méthodes que l'on propose. Merci beaucoup pour votre témoignage. On comprend bien comment vous travaillez dans cette stratégie de décarbonation d'une filière et votre rôle important dans la mise en application de leviers bas carbone au sein des exploitations agricoles. Merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir entamer de manière efficace la dernière partie de ce webinaire. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelques questions, quelques réponses à des questions à la fin. Donc, on va vous présenter, en réponse à certaines questions qui ont été posées justement, concrètement, quels sont les leviers de décarbonation des industries agroalimentaires, en plus de ceux qui ont été présentés par la SCARA. Alors, très rapidement, si on rebalaye sur l'ensemble des industries agroalimentaires, les messages importants à retenir, donc, c'est que dans la plupart des cas, c'est le scope 3 qui est prépondérant, avec la prise en compte des émissions liées aux matières premières en particulier, puis également l'emballage et le fret. Les scopes 1 et 2 représentent en moyenne 20% des émissions carbone de l'ensemble des filières. Donc, c'est bien le scope 3 qui est prépondérant. Et ce qu'il est important de retenir aussi, c'est qu'il y a une grande variété d'industries. Il y a des exemples qui sont donnés sur le bas de la slide. Les variétés d'industries de matières premières utilisées et de process vont pouvoir apporter des disparités au sein des sous-filières de l'industrie agroalimentaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut adresser ensuite des stratégies détaillées par typologie d'industrie. Concrètement, donc sur les leviers de décarbonation des scopes 1 et 2, donc là où également nous avons la possibilité d'étudier avec vous toutes ces solutions, l'industrie agroalimentaire présente la particularité d'avoir certains procédés qui sont facilement électrifiables, notamment sur l'installation de procédés électriques dans le cadre de la cuisson basse température. Et donc sur la slide, vous voyez présenter ici un certain nombre de leviers et des exemples concrets dans différentes filières des industries agroalimentaires. Donc, sur l'électrification des procédés, je l'ai mentionné, on peut par exemple remplacer certains fours de cuisson par des fours de cuisson électriques, utiliser la décarbonation de la chaleur des procédés avec pourquoi pas la mise en place de chaudières type chaudière biomasse qui permettent de substituer les émissions liées à l'utilisation de chaudières au gaz. Également des exemples que l'on peut citer dans la boulangerie de mise en place de réfrigérants durables pour supprimer toutes les émissions qui sont liées aux composés fluorés dans les réfrigérants. Également réfléchir à une stratégie d'approvisionnement en électricité décarbonée avec des garanties d'origine et d'utilisation d'énergie 100% renouvelable dans le mix énergétique. Et puis également du travail sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, avec un exemple dans un industriel de la confiserie qui a mis en place des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d'eau chaude sanitaire. Et ça peut également être utilisé dans la production de vapeur. Donc, c'est un ensemble tous ces exemples peuvent illustrer spécifiquement des procédés ou des actions qui sont à utiliser dans un plan de réduction des émissions de carbone des scopes 1 et 2. Et donc, concernant le scope 3, c'est également quelque chose qui est étudié dans le cadre d'une stratégie de décarbonation. Donc, pour vous donner quelques exemples, on peut bien sûr identifier des actions pour favoriser l'approvisionnement local et bas carbone, notamment, pourquoi pas, dans le commerce de détail, réfléchir à des rayons d'action, des rayons maximum d'approvisionnement. Travailler aussi sur des plans de valorisation des coproduits et des déchets, que ce soit par le passage à la biométhanisation
ou à la valorisation, par exemple, de coproduits de viande qui sont collectés et réutilisés. On peut réfléchir sur la conception des emballages avec des packaging innovants, mettre en place des stratégies pour optimiser et décarboner la logistique par des solutions d'électrification, très concrètement également augmenter la part des biocarburants dans le fret, dans la distribution. Un levier important aussi sur le partage des pratiques durables, hein, que ce soit au sein d'une entreprise ou également à diffusion dans l'écosystème, et la promotion des pratiques agricoles plus durables, donc là qui est spécifiquement le travail qui est réalisé par Oclima. À Oclima, on souhaite travailler avec les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires pour construire des filières d'approvisionnement bas carbone. Donc, on propose d'accompagner les porteurs de projets dans une stratégie de décarbonation de leur scope 3, en analysant la faisabilité d'un projet, d'un objectif, en comprenant les attentes de chaque acteur et en apportant une expertise réglementaire sur cette stratégie de décarbonation. Nous avons un rôle également de coordination des différents acteurs en permettant d'identifier les objectifs et la participation de chacun à l'effort de décarbonation. On accompagne également le développement de cette stratégie notamment en accompagnant dans la labellisation de projets label bas carbone ou la certification de trajectoire, avec notamment un calcul de facteurs d'émissions spécifiques d'une matière brute ou d'une matière transformée. Et on permet également le suivi de cette trajectoire de décarbonation en proposant une actualisation des données chaque année et une plateforme de suivi des objectifs. Merci beaucoup. Le partage, donc en synthèse sur la complémentarité, on y revient concernant Urbanomy et Oclima. Nos rayons d'action sont parfaitement complémentaires et adaptés aux accompagnements dédiés aux spécificités des industries agroalimentaires. Donc c'est parfait parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Alors je vais peut-être commencer par une question qui a été adressée à la laiterie de Montaigu. Alors concernant la liste d'actions, on vous a donné un grand nombre d'exemples des leviers de décarbonation qui peuvent être adressés aux industries agroalimentaires. Peut-être Aurélien ou Patricia, une question a été posée sur la désignation des pilotes qui sont dédiés. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu concrètement dans votre organisation comment est-ce que vous avez désigné et travaillé sur les différents pilotes qui allaient être en charge des actions de décarbonation que vous avez prévues dans votre plan de transition? Oui, tout à fait. En fait, ça se fait assez simplement, hein, puisque le bilan est partagé avec l'ensemble des acteurs et puis des actions qui sont, si on parle de l'éco-conception des emballages, le pilote était le responsable achat. Quand on parle de réduction au niveau process de la consommation énergétique, il est assez facile de mettre un pilote au sein de la production. Les thématiques d'elles-mêmes amenait la désignation du pilote. Donc ça se faisait assez naturellement. Très clair, merci beaucoup. Et alors, il y avait également une question concernant votre approvisionnement énergétique. Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais au niveau des consommations énergétiques sur le gaz et l'électricité, dans les grandes lignes, aujourd'hui, comment est fait votre approvisionnement et peut-être pour quelles fonctionnalités, quels usages? Alors, tout simplement, on est pour l'électricité sur des contrats pluriannuels, et puis sur le gaz, on est sur des contrats où, là, pour le coup, on est plutôt sur une notion de click and fix, et le gaz sert à la production de vapeur sur le site, sachant que nous sommes très consommateurs de vapeur, notamment pour l'activité tour de séchage. Et pour l'activité également stérilisation des produits.
C'est clair, merci beaucoup. Peut-être une question pour Oui. l'ASCARA. Oui, il y avait des questions qui concernaient le témoignage de la SCARA, notamment sur la réalisation du diagnostic carbone. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous réalisez ce diagnostic et notamment le financement que vous avez pu avoir, un accompagnement par l'ADEME? Oui. Donc, les diagnostics carbone sont réalisés par les équipes au niveau de la SCARA, hein, donc en utilisant l'outil Carbon Extract. Et effectivement, il faut pouvoir financer les audits initiaux. Et dans ce cadre-là, on bénéficie d'un financement de l'ADEME qui nous permet de couvrir pratiquement 90% de nos adhérents. Donc, c'est plutôt encourageant pour eux et donc ils n'auront pas financé leurs diagnostics initiaux. Donc c'est dans le cadre de l'adaptation au changement climatique des exploitations agricoles que l'ADEME a monté ce programme qui va débuter au 1er juillet. Puis, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que vous avez constaté d'autres bénéfices dans la mise en place de tels projets? Oui, alors on a travaillé dans le cadre de la thèse avec l'INRA de Colmar. On n'a pas uniquement regardé les capacités de stockage de nos sols, hein. La thèse avait pour vocation à mettre en place un outil pour étudier la durabilité des exploitations et notamment estimer l'impact environnemental de nos systèmes de culture et les services écosystémiques générés par ces mêmes systèmes. Donc cet outil permet d'avoir un état des lieux sur la qualité des eaux souterraines et surfaciques liées à l'ensemble des interventions réalisées sur nos cultures, d'avoir un état de la qualité de l'air. Il y a évidemment la partie climat, mais on a aussi les émissions d'ammoniac qui sont aussi intégrées dans la génération des microparticules, et puis la qualité de l'eau avec les nitrates. Et on a un certain nombre, on a plus d'une vingtaine d'indicateurs qui sont suivis et aussi des indicateurs de biodiversité. On est en train de finaliser un outil d'estimation de la biodiversité dans le cadre d'un projet CASDAR que l'on conduit avec Arvalis, SMAG, Lacta et AgroSolutions. Et donc, on a en capacité aujourd'hui de mesurer tout un tas de services écosystémiques générés par nos différentes actions. Adèle peut faire un peu le panorama de ce qu'on regarde. En général, en fait, on essaie d'estimer en fait certains types d'indicateurs liés à la qualité de sol. À la biodiversité, on a un indice de biodiversité. Plus on a de culture, plus l'indice est intéressant. Après, comme il a dit Philippe, qualité de l'eau et de l'air, on a un indice sur la lixiviation des nitrates et les émissions de l'ammoniac. Et après, on a le dernier indicateur en fait de co-bénéfice, c'est la performance sociétale. En fait, on a un indice de pouvoir nourricier. Du coup, à travers la quantité produite, on peut générer, on peut estimer, ça permet de nourrir combien de personnes. Et le dernier indicateur, c'est la contribution à la réduction de la déforestation. Et c'est des indicateurs qui sont liés à la démarche du label bas carbone et spécifiquement la méthode de grande culture. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Ouais, merci. Une dernière question peut-être? Entendu. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Encore un grand merci à l'ASCARA et à la laiterie de Montaigu qui ont accepté de témoigner. Donc on est ravis de vous avoir accueillis. On espère que vous avez tiré les enseignements que vous souhaitiez obtenir de ce webinaire. Les supports qui ont été présentés vous seront diffusés et la réunion ayant été enregistrée, on vous communiquera également le lien pour accéder au replay. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Et puis, un plaisir de pouvoir rediscuter de tous ces sujets si nécessaire. Nous sommes disponibles pour répondre à vos sollicitations futures. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bientôt. Merci. Au revoir.